Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite correction concernant la colle du 11 février et je vous propose de corriger les QCM numéros 6, 11, 18, 29, 31, 39 et 40. On commence tout de suite. On va tout d'abord commencer par le QCM 6. On rappelle l'énoncé. Un rayon lumineux d'intensité I est égal à 500 candela touche une surface de verre N2 est égal à 1,5 sous incidence normale. L'indice de réfraction de l'air est N1. Tout d'abord, on va s'intéresser aux items de cours. Ce sont les items A, E et E. Donc le item A, c'était le facteur de réflexion correspond à R est égal à N2 moins N1 au carré sur N2 moins N1 au carré. On voit bien que c'est faux, car tout simplement ça serait égal à 1. Et donc on rappelle que le facteur de réflexion correspond à R est égal à N2 moins N1 au carré sur N2 plus N1 au carré. Et puis l'item E nous disait que l'intensité réfléchie est d'intensité égale du rayonnement incident. C'est faux, il faut savoir que l'intensité réfléchie est moins importante que le rayonnement incident. On continue toujours avec le QCM numéro 6, avec cette fois-ci l'item B qui est un item de calcul. Il fallait calculer le facteur de réflexion. Il nous disait que le facteur de réflexion est égal à 1,04. En fait, il faudra tout simplement appliquer la formule de la réflexion. Donc ce sera N2 moins N1 au carré sur N2 plus N1 au carré. Ça nous fera donc 1,5 moins 1 au carré sur 1,5 plus 1 au carré, soit 0,5 au carré sur 2,5 au carré. Donc là, comme on n'a pas de calculette, pour calculer tout simplement, donc on a dit ce calcul, on sait très bien que 0,5 au carré est égal à 2,5 fois 10 puissance moins 1, et après que 2,5 au carré, c'est donc égal à 2,5 fois 2,5. On simplifie, on aura donc 10 puissance moins 1 sur 25 fois 10 puissance moins 1, soit 1 sur 25, et c'est donc égal à 0,04. Donc la réponse est fausse. Pour l'item numéro C cette fois-ci, donc l'intensité réfléchie vaut donc 20 ampères. Donc on a dit cette fois-ci, on rappelle que l'intensité réfléchie est égale à 500 fois notre facteur de réflexion, soit 0,04, ce qui est égal à 20. On pourrait dire que l'item est juste, mais attention, il faut ne pas attention aux unités. On rappelle bien sûr que l'intensité réfléchie est en candela. Du coup, l'item est faux. Tout comme l'item D, on rappelle aussi que l'item D, c'était l'intensité transmise, quand elle vaut 480 ampères. Encore une fois, en fait, l'intensité transmise, ça sera donc les 500 moins l'intensité réfléchie. C'est donc égal à 500 moins 20, soit 480. Encore une fois, on peut dire que l'item est juste, mais attention aux unités. On n'est pas en ampères, on est en candela. Donc encore une fois, l'item était faux. On enchaîne tout de suite avec le QCM11, soit une lentille mince de plan concave de distance focale 4 cm, d'indice de réfraction n égale 1,5. Tout d'abord, on s'intéresse encore une fois aux items de cours, ce sera l'item A, B et C. La divergence est positive. Et bien, tout simplement, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans l'énoncé, on nous dit qu'on parle d'une lentille qui est plan concave. Or, une lentille plan concave est une lentille à bord épais, donc c'est une lentille qui est divergente. Et qui dit divergente, dit la divergence négative. Pour être sûr, on peut calculer la divergence de la lentille. On rappelle que la diverg'ence est égale à 1 sur OF'. Or, OF' est égal à moins 4 fois 10 puissance moins 2, c'est donc égal à 1 sur moins 4 fois 10 puissance moins 2, soit moins 25. La divergence est donc bien négative. L'item B nous disait qu'un des deux rayons de courbure est égal à l'infini. L'item B est vrai, tout simplement, car il faut savoir que dans le cadre d'une lentille plan concave, l'un des rayons de courbure, donc c'est la courbure plane, vaut l'infini, et l'autre est strictement positive. Ce qui permet de répondre tout de suite à l'item C. Un des rayons de courbure tend vers 0. On rappelle que c'est faux tout simplement car dans le cadre d'une lentille plan concave, un des rayons de courbure donc, vaut l'infini et l'autre sera strictement positif. On continue avec les items D et E qui nous demandaient de calculer des rayons de courbure. Nous sommes dans l'exercice avec une lentille mince plan concave. On rappelle donc que les rayons de courbure sont soit strictement supérieurs à 0, soit égales à l'infini. L'item D nous proposait un rayon de courbure égal à 0,5 cm, c'est strictement supérieur à 0, et l'item E, encore une fois, un rayon de courbure égal à 2 cm, strictement supérieur à 0. Pour l'instant, les deux items sont donc possibles. On va devoir calculer, donc on a dit le rayon de courbure, qui est égal à OC2, pour valider un des deux items. On rappelle, donc on a dit que la formule pour calculer ce rayon de courbure sera égale à 1 sur OF' est égal à n-1, facteur de 1 sur OC1, moins 1 sur OC2. On avait calculé donc la divergence, on rappelle qu'elle est égale à moins 25, soit 1 sur moins 4 fois 10 puissance moins 2. Ça sera donc égal à n, ça sera égal à 1,5, donc 1,5 moins 1, facteur de 1 sur l'infini, moins 1 sur OC2, soit 25, donc 25 sera égal à 0,5, facteur de 0 sur 1 sur OC2. On continue donc notre calcul en disant que moins 25 sera donc égal à moins 0,5 sur OC2, et donc OC2 sera donc égal à moins 0,5 sur moins 25.
Soit, encore une fois, donc on va simplifier le calcul en disant que c'est moins 5 fois 10 puissance moins 1 sur moins 2,5 fois 10 puissance 1, soit 0,02, soit 2 cm. L'item E est donc vrai et l'item D est donc faux. Sans transition, intéressons-nous au QCM 18, soit le laser A de puissance 5 watts et son point lumineux de 2 cm², et le laser B de puissance 10 watts et son point lumineux de 1 cm². D'abord, intéressons-nous aux items A et B qui sont des items de cours. Usuellement, la puissance des lasers va de 1 mW à 50 kW, c'est vrai, et la puissance surfacique s'exprime grâce à la formule de l'intensité sert égale à la puissance sur la surface, c'est vrai aussi. La puissance surfacique du laser A est de 10 puissance 5 watts par mètre carré. En fait, on va devoir appliquer la formule de la puissance surfacique qui est le rapport entre la puissance et la surface, soit l'intensité sera donc égale à la puissance sur la surface, donc égale à 5 watts. Attention à bien convertir les centimètres carrés en mètres carrés, donc en fait la surface sera égale à 2 fois 10 puissance moins 4. Ça sera égal à 2,5 fois 10 puissance 4 watts par mètre carré. L'item D cette fois-ci nous proposait de calculer l'intensité surfacique du laser B et nous proposait 10 watts centimètre carré. Tout simplement, là, c'est faux, et enfin, ça ne sert à rien de faire le calcul, car en fait, c'est l'unité qui est fausse. Attention, nous ne sommes pas en watts centimètre carré, mais watts par centimètre carré. Sinon, le chiffre était juste tout simplement, car il faudra donc diviser cette fois-ci 10 watts, on a dit, par 1 cm². Et enfin, l'item E nous proposait que le laser A a une plus grande puissance surfacique que le laser B. Attention à ne pas confondre la puissance surfacique donc avec la puissance. Donc, la puissance du laser A est plus petite que la puissance du laser B, car les puissances sont égales respectivement à 5 watts et 10 watts. Par contre, la puissance surfacique est égale pour les deux à 10 watts. On fera 5 watts fois 2 cm² ou alors 10 watts fois 1 cm². On continue avec QCM 29. Parmi les items suivants, lequel correspond à une acidose respiratoire? Pour résoudre ce genre d'exercice, il faut procéder par élimination. Tout d'abord, on va rechercher l'acidose. Et on va pouvoir ainsi supprimer tous les items qui ont un pH supérieur à 7,38. En effet, on rappelle que le pH normal est compris entre 7,38 et 7,42. En dessous de 7,38, nous sommes en acidose. Au-dessus de 7,42, nous sommes en alcalose. On peut donc éliminer l'item A, l'item C et D. Ensuite, on rappelle aussi que lorsque le patient est en acidose respiratoire, il est en hypoventilation et donc en hypercapnie. Une hypercapnie est définie par une valeur de la PaCO2 supérieure à 42 mg de mercure. On rappelle en effet que la pression partielle de CO2 dans le sang doit être comprise entre 38 mg de mercure et 42 mg de mercure. Quand je suis en hyperventilation, je suis donc en hypocapnie, et quand je suis en hypoventilation, je suis donc en hypercapnie. De ce fait, la valeur de la pression partielle en CO2 doit être supérieure à 42 mg de mercure. On peut donc supprimer l'item A. J'ai un petit truc mémotechnique pour se rappeler ça. En fait, je m'imagine un coureur. Lorsqu'on fait de la course à pied, on a mal aux muscles tout simplement car nous sommes en acidose. Et pour combler en fait pour combler cette acidose, on sera en hyperventilation. On voit bien que les sportifs, donc déjà quand vous faites de la course à pied, vous avez mal aux muscles et vous respirez beaucoup plus. Et si on respire beaucoup plus, nous sommes en hypocapnie. Il faut bien savoir le schéma croisé en fait. Une hyperventilation amène à une hypocapnie et une hyperventilation amènera à une hypercapnie, tout simplement. Ensuite, donc, il ne nous reste plus que les thèmes B et E. Et lorsqu'une acidose respiratoire, la compensation rénale se fait par une augmentation de la réabsorption rénale des bicarbonates, qui doit donc être supérieure à 26 mmol par litre. On rappelle en effet que la concentration de bicarbonate dans le sang doit être comprise entre 22 mmol par litre et 26 mmol par litre. En cas d'acidose, on cherche à limiter l'excédent en charge d'acide en comblant par des bases, et donc c'est l'item B qui est correct. On enchaîne tout de suite avec le QCM 31. Lorsqu'on a un pH égal à 7,6, une PeCO2 donc égale à 30 mg de mercure et une concentration en bicarbonate de 28 mmol par litre, on nous demande tout d'abord si c'est une acidose ou une alcalose. Il suffit de regarder le pH. On a un pH de 7,6 qui est donc supérieur à 7,42. Nous sommes donc dans le cas d'une alcalose. L'item B est vrai et l'item A est faux. Ensuite, on nous demande si le trouble est uniquement métabolique, uniquement respiratoire ou il est mixte. Et en reportant les valeurs de l'énoncé sur le diagramme de Davenport,
On constate que le prélèvement de sang se situe dans la zone des alcaloses mixtes. Dans ce cas, on n'a pas de compensation possible. Ça répond donc à l'item numéro 32. En effet, on pourra voir que tout d'abord, on a donc une PaO CO2 qui sera inférieure à 38 mg de mercure. Nous sommes donc dans le cas d'une hypocapnie avec un déficit en base. Et on a aussi donc on a une concentration en bicarbonate qui sera supérieure à 26 mmol. On sera donc cette fois-ci avec un excès de base. Donc on a dit qu'on avait donc cette fois-ci un trouble qui sera mixte, un trouble respiratoire et un trouble métabolique. On va s'intéresser maintenant au QCM numéro 39. Soit un tube de rayon R est égal à 2 mm, de viscosité mu est égal à 8 fois 10 puissance moins 3 pascal seconde, de longueur 30 cm et R sa résistance. Le QCM numéro 39 nous demande de calculer la résistance. On rappelle que la formule de la résistance est donnée par R est égal à 8 mu sur pi fois le rayon puissance 4 multiplié par delta L. La première chose à regarder quand on voit les valeurs numériques, c'est bien sûr de regarder les unités. On voit que l'item B nous propose une unité en pascal par mètre cube par seconde, fois les secondes, ce qui est faux. En effet, l'unité de la résistance sera du pascal seconde par mètre cube. L'item B est donc faux. Il ne nous reste plus qu'à regarder l'item A, C, D et E. On va ensuite faire la conversion. En effet, il faudra bien sûr convertir les millimètres en mètres. Donc le rayon sera égal à 2 fois 10 puissance moins 3 mètres et la distance sera égale à 30 fois 10 puissance moins 2. Enfin, la longueur sera égale à 30 fois 10 puissance moins 2. On va ensuite remplacer donc, par des valeurs numériques et donc la résistance sera égale à 8 fois 10 puissance moins 3 sur 3 facteurs de 2 fois 10 puissance moins 3, le tout puissance 4, multiplié par 30 fois 10 puissance moins 2. On aura donc une résistance qui sera égale à 8 fois 10 puissance moins 3 sur 3 fois 16 fois 10 puissance moins 12, le tout multiplié par 3 fois 10 puissance moins 1. Là, on va simplement regrouper les puissances de 10 et le 16 du dénominateur sera simplifié par 8 fois 2 afin de pouvoir faire donc des simplifications. Car on rappelle que le jour du concours, il faut aller extrêmement rapidement et nous n'avons pas de calculatrice. La résistance sera donc égale à 8 fois 10 puissance moins 3 sur 2 fois 10 puissance moins 12, le tout multiplié par 10 puissance moins 1. Ça sera donc égal à 4 fois 10 puissance 8. Donc la réponse donc E sera juste. On s'intéresse pour finir au QCM 40. Toujours dans ce tuyau, on multiplie le débit par 4 et on divise la perte de charge par 0,5. Le QCM 40, cette fois-ci, nous demande de calculer la nouvelle résistance. On rappelle tout d'abord que la formule utilisée pour calculer cette nouvelle résistance sera égale en fait à la perte de charge. Donc en fait la perte de charge sera égale à la résistance multipliée par le débit. Soit la résistance sera égale à la perte de charge sur le débit. Encore une fois, on regarde tout d'abord les unités qui sont proposées au niveau des items. On voit que l'item D nous propose donc du pascal seconde mètre cube. C'est faux car l'unité, donc on a dit de la résistance, est en pascal seconde par mètre cube. Et on rappelle aussi donc dans l'énoncé que le débit est multiplié par 4 et qu'on va diviser la perte de charge par 0,5. On rappelle aussi que diviser revient à multiplier par l'inverse. Et l'inverse de 0,5 c'est 2. Donc en fait, notre nouvelle résistance sera égale à 2 fois la perte de charge sur 4 fois le débit, soit 1 demi de la résistance qu'on avait calculée précédemment. Ça sera donc égal à 2 fois 10 puissance 8 pascal seconde par mètre cube et l'item C est juste.